Il est temps de gommer une erreur. Oui, il est temps de parler de Classique 21, la radio numéro 5 en Belgique francophone. Pour en parler, Raphaël Scaini, Pierre Laurent et Étienne Dombray. Showbuzz, le talk média de Sudinfo. Charlotte Van Bever, Cédric Beaufaille. Et avec moi pour cette interview, évidemment, Charlotte Van Bever. Salut Charlotte. Bonjour à tous. Et on accueille Raphaël Scaini. Salut Raph. Bonjour Cédric, bonjour tout le monde, bonjour Charlotte. Raphaël Scaini, 6h, 10h, Coffee on the Rocks. C'est tôt, hein. Sur Classique 21 du lundi au vendredi. Et alors, je ne vous remercie pas parce que entre Coffee on the Rocks et On the Road Again, moi qui ai un accent anglais catastrophique, mais non. Merci moi à aussi. vous. Hein. Bienvenue au club, oui. On the Road Again, c'est avec Pierre Laurent de 15h30 à 19h30. On est vraiment ravis de vous accueillir. Bonjour. Alors, au sommaire de cette interview, Charlotte. Alors au sommaire, Cédric l'a dit, on va parler forcément de Coffee on the Rocks avec Raph, On the Road Again avec Pierre. On va parler du succès de Classique 21, ou est-ce qu'on doit dire Classique 21 21, Voilà. c'est bien. Les ambitions de Classique 21, le parcours de chacun d'entre vous, vos actus, des sons d'archives, et puis Pierre, on parlera aussi de ton bouquin qui est Oui. sorti il y a un petit temps. 10 ans. Mais tout de suite, Cédric passe aux premières questions. C'est Et parti, tout à l'heure, courage. nous accueillerons également Étienne Dombray, leur responsable, leur chef. Salut Étienne. Il dressera tout à l'heure votre bulletin. Mais avant toute chose, On Oh, n'avait pas prévenu. Hein. d'accord. Raphaël, Oui, Classique 21, Oui. je le disais, 5e radio en Belgique francophone, quasiment 10% de part de marché et on n'en parle quasiment jamais. C'est une erreur, on fait notre mea culpa c'est très bien. aujourd'hui. C'est quoi la clé du succès de Classique 21 ? La clé du succès, c'est d'être une radio atypique, mais qui touche un large public quand même, avec un format musical qui, pour certains, est peut-être un format refuge, et qui, pour d'autres, est un format vraiment référence. Et donc, voilà, c'est ce qui fait la clé du succès de Classique 21, parce qu'on propose finalement un format rock populaire, et qui est une alternative à plein d'autres choses. Pierre, vous confirmez ? Oui, tout à fait. On va se tutoyer, tu confirmes hein ? Oui, je confirme. On est une radio de passionnés. Hein. Voilà, tout simplement. C'est d'abord la passion qui nous anime, et je pense que les auditeurs le sentent et le savent, d'où le succès de la station. On va parler un petit peu de Classic on the Rocks. Classic on the Rocks, pas du tout, Coffee on the Rocks. Mais j'avais une question parce que Raphaël a dit radio refuge. C'est quoi un refuge ? Un refuge, c'est aller là, on va dire qu'on est une radio qui sort un petit peu des sentiers battus. On ne propose pas justement la musique, et en termes de découverte aussi, que ce que proposent les radios mainstream, et parfois même aussi d'autres radios musicales. Et donc il y a parfois, je pense, des auditeurs qui sont venus chez nous parce qu'ils cherchaient à, je vais pas dire se nettoyer les oreilles, mais avoir un autre son que le son formaté qu'on a à l'heure actuelle, et pouvoir se remettre en mémoire pas mal de bons souvenirs, et de la musique actuelle aussi, parce que le rock est loin d'être mort. Exact. D'ailleurs, voilà, il suffit d'entendre que les guitares reviennent, que plein d'artistes, même dans des formats qui ne sont pas rock'n'roll, mais plutôt rap, là aussi, on fait revenir des morceaux, des samples avec des grands standards du rock. Donc c'est un format qui est loin d'être mort. Il y a plein de nouveautés, plein de groupes émergents, plein de groupes qui sont toujours en activité. Et donc c'est toujours intéressant aussi de garder un pied là-dedans et de se dire que ça fait du bien, le rock'n'roll. Et on va parler plus en détail de Coffee on the Rocks tout de suite. Classique 21, Coffee on the Rocks. Raphaël Scaini. Alors cette émission matinale, Oui. spécifiquement 6h, 10h, Oui. comment elle se différencie de toute émission matinale ? Alors, au-delà évidemment Du format musical. Exactement, que tu viens un peu d'expliquer, qui est commun à tout Classique 21. En fait, la grosse différence par rapport à tous les mornings que j'avais l'habitude d'écouter, puisque maintenant, comme j'en anime un, c'est plus compliqué d'écouter la concurrence, c'est que je suis tout seul à animer l'émission. Généralement, c'est des duos, des bandes, des trios, des quatuors, parfois ils sont 6 autour de la table. Et ici, moi, je suis une bande de jeunes à moi tout seul. C'était Renaud, je pense, qui chantait ça dans les années 80. Donc, j'essaye d'être le compagnon de tablée au petit déjeuner, le compagnon de voyage si on est dans les transports en commun, dans la voiture, ou le compagnon de bureau, parce que beaucoup de gens commencent aussi à travailler soit devant une machine ou un ordi assez tôt. Donc, j'essaie d'être le meilleur compagnon à l'heure du petit déjeuner, à l'heure où tout le monde s'éveille, ou même où certains rentrent du boulot en voiture. Donc, la différence, c'est ça, c'est que je suis tout seul
seul à la barre de cette Et émission. c'est plus difficile ou plus facile d'être tout seul? Je vais dire que par moment, parce que, allez, il faut être clair et cash, il y a des moments où on est plus fatigué, des moments où on est un petit peu malade, des choses comme ça. Quand on a une bande, qu'on a des gens autour de soi, c'est plus simple de se reposer finalement sur les autres. Quand on bafouille, il y a toujours quelqu'un pour rattraper la vanne ou n'importe quoi. Quand on est tout seul, qu'on dit une bêtise, qu'on broubelle ou n'importe quoi, on est tout seul à s'auto-rattraper. Donc ça, je veux dire, c'est un petit peu plus d'acrobatie, surtout que le matin, c'est hyper rythmé et qu'on parle beaucoup plus souvent que dans le reste de la journée sur Classique 21, parce qu'ici, c'est un disque, une séquence, un speak. Et voilà, parfois, il y a des chroniqueurs, évidemment, qui viennent parce que je suis pas tout seul pendant 4 heures. Hein. Il y a quand même un support avec des séquences et pas mal de contenu pour une chaîne musicale. Et donc, voilà, la principale difficulté, je veux dire, c'est au moment où j'ai un coup de mou, je suis tout seul pour m'auto-rattraper. Mais c'est un challenge tous les jours. Hein. Donc, j'apprécie plutôt. Mais d'autant plus que l'émission dure jusqu'à 10 heures. C'est quand même très long, c'est 4 heures. Il y a que Contact qui fait un horaire aussi long. Et ils sont 4, je pense, et ils sont longs. Contact. Il y a le réalisateur, Maria, Olivier, et je pense qu'il y a encore quelqu'un avec eux, non? Ou je dis une bêtise? Valentino et Gary. Valentino et Gary, voilà, oui. Plus encore toutes leurs séquences, évidemment. Voilà. Ouais, c'est très très long. Non, ici je fais tout vraiment, je programme la musique le matin, je pré-produis parce que je prémixe les séquences, j'anime forcément et parfois je mets le studio en route même. Tu arrives à quelle heure, tiens? Je me lève à 4h15, 4h30, j'arrive aux alentours de 5h15 à la radio. Je suis le premier en fait à arriver, puis le technicien me rejoint. Lui vérifie si techniquement tout est prêt à démarrer. Parfois j'arrive souvent avant lui, et donc je mets en route la console, je fais la base, et puis on démarre l'émission à 6h. Et quand on t'a proposé de reprendre ce morning, cette matinée, il y a 3 ans, t'as longtemps hésité quand même. Justement, je fais exprès de parler des horaires et de la durée de l'émission. Ça a été une longue réflexion? Ça a été une longue réflexion à la base parce qu'il faut rappeler les circonstances. J'ai repris l'émission suite au décès d'un collègue, donc c'était très 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 bizarre parce que tout a dû se faire très vite. Je crois que c'était Étienne, notre directeur, c'était 15 jours après, je pense, que tu as abordé le sujet avec moi en me demandant, tiens, on a pensé à toi parce que ta voix, ton dynamisme, machin. Mais voilà, Eric, on était proches, on avait fait des escapades ensemble, on se voyait en dehors de la radio, on avait des passions communes, notamment pour Bruce Springsteen, les films, etc. Donc quand on demande de succéder à un bon ami dans le métier, c'est toujours très bizarre. Et l'exemple que je prenais quand les gens posent la question, c'est un petit peu comme si on me demandait d'épouser sa femme. C'est un truc très bizarre. Okay. Et donc j'ai eu du mal là-dessus. Je me suis dit, c'est quand même fort tôt pour succéder à Eric, pour revenir. J'avais pas du tout l'esprit, parce qu'il y avait une sorte de deuil à faire, je sais pas quoi. Et donc finalement, je veux dire, heureusement, même si c'était un événement malheureux de l'humanité, le Covid est arrivé, ce qui a permis de retarder fortement les choses et d'avoir une réflexion là-dessus, parce que quand on se lance dans un morning, faut savoir qu'on embarque toute sa famille avec, parce qu'il y a enfants, compagne, c'est toute une réorganisation le matin, qui va amener qui à l'école. Bon, moi, je fous le bordel à la maison dès que je me lève, parce que je suis pas vraiment discret quand je me lève le matin. Bruyant. Voilà, c'est la machine à café, je claque les portes, tout, mais c'est malgré moi, je le fais vraiment pas exprès, ou parfois un courant d'air ou un truc, et j'oublie toujours quelque chose, donc je reviens toujours à la maison quand j'oublie pas de couper l'alarme. Ça m'est déjà arrivé à 4 heures de faire tout sonner, donc là je peux te dire que j'ai la médaille, j'ai la totale, quoi, là quand je réveille tout le quartier. Mais voilà, donc c'est toute une réorganisation, et le Covid a permis finalement d'avoir une grosse réflexion, d'échanger pas mal avec Étienne via Teams, et puis à un moment je dis bon allez, on va se lancer dans l'aventure, why not. Et 3 ans plus tard, on imagine que tu ne regrettes pas. Ça va faire 4 ans bientôt, au mois de mai ça fera déjà 4 ans, donc on a 3 ans et demi maintenant. C'est un plaisir, c'est surtout le retour des auditeurs. C'est ce que quand ils m'écrivent, ou quand je les rencontre, ou quand ils téléphonent pour jouer, c'est à chaque fois des messages sympas. Franchement, j'ai peut-être un message désagréable, 1 ou 2 par an, ce qui est peu finalement pour une radio qui marche comme Classique 21, et ce n'est que du positif. Et qu'est-ce qu'ils disent de négatif en fait? Parce qu'on se dit, en toute logique, ils n'aiment pas, ils n'écoutent pas, ils zappent, ils sont pas forcés d'écouter. Mais je pense que Classique 21, voilà, il y a des gens qui viennent, et puis il y a toute une fanbase qui est très importante, qui est là, qui sont des auditeurs fidèles, et pour qui il n'y a que Classique 21. Et donc ils ont vraiment du mal à décrocher de Classique 21, et donc même quand ils aiment pas, ils préfèrent critiquer et dire il faudrait que vous changiez ça, ou j'ai pas trop aimé ça.
mais ils restent. Okay. Ils ne partent pas. Ou alors ils partent peut-être, on ne le sait pas, mais ils reviennent très vite parce qu'ils n'ont pas trouvé leur compte ailleurs. On le disait en début d'émission, les audiences se portent super bien, très très bien. Est-ce qu'il y a quand même une envie d'aller titiller, et on posera la question à Étienne bien sûr, au patron après, mais envie d'aller titiller les autres matinales, est-ce que c'est faisable? Est-ce que quand même oui, ça peut être un objectif, sachant qu'on est dans une période aussi où les musicales se portent très très bien, les gens vont naturellement aujourd'hui vers les radios musicales. On parlera avec Pierre, mais qui lui est leader le soir. Donc qu'est-ce que tu fous? mais déjà il se lève le matin déjà. J'essaye, oui, je me lève tôt le matin, mais j'invite les auditeurs et les téléspectateurs ici de votre web TV et les lecteurs de Sud Presse à venir tester au moins Classique 21, parce que Eric disait par rapport à Bruce Springsteen, qui était notre chanteur favori, enfin qu'il est toujours pour moi, il dit il y a 2 catégories de personnes sur Terre. Il dit il y a les fans de Springsteen et ceux qui ne l'ont pas encore vu en concert. Et donc je dirais la même chose pour Classique 21, je veux dire il y a les auditeurs de Classique 21 et ceux qui ne l'ont pas encore écouté. Donc je vais inviter les auditeurs des autres chaînes à venir nous écouter un matin, un soir chez Pierrot, ou l'après-midi avec Marie-Amélie, ou en fin de matinée avec Fanny, voir une thématique le soir. Bon, parfois c'est un petit peu plus pointu, mais venez découvrir Classique 21 et puis voilà, vous ferez votre propre opinion. Alors le ton, il est forcément différent de celui de Éric Laforge. Les auditeurs, on sait que d'habitude, ils aiment pas trop quand on change de ton, mais visiblement, ça a fonctionné. Pourquoi ? Mais je pense parce qu'on avait... ce que les gens m'ont dit, c'est... j'ai reçu beaucoup de messages, c'est pas du tout modeste de dire ça, mais les gens ont dit... On ne voyait pas qui d'autre, vous allez me faire pleurer parce que je suis fort ému quand on parle d'Éric, mais on ne voyait pas qui d'autre pouvait succéder à Éric parce que vous aviez des passions communes, ça matchait le matin. Éric en fait a été le premier gars avec qui je parlais finalement quand j'arrivais à la radio, parce que je parlais pas vraiment à la maison à part déposer ma gamine à l'école, et donc c'était bonne journée. Et puis quand j'arrivais à la radio, c'était le premier gars avec qui je faisais une blague en fait, parce que à la base j'étais pas du matin, j'ai dû m'adapter. Mais c'était le premier mec avec qui je plaisantais le matin, et je pense que la complicité se sentait sur antenne, et les gens ont trouvé que c'était la suite logique de l'histoire d'Éric, qui est parti beaucoup trop tôt. 56 ans, c'est pas un âge pour nous quitter, et je pense que c'est ça qui a fait que les gens m'ont apprécié. En tout cas, je me trompe peut-être, mais je pense qu'il y a une sorte de filiation et de continuité dans l'aventure de la matinale. C'est quoi la prochaine évolution en vue de Coffee on the Rocks ? Ça, je vous renvoie vers mon directeur. Moi, évidemment, j'aimerais qu'on fasse évoluer les chroniques, qu'on ait peut-être de nouvelles voix aussi qui viennent m'accompagner le matin, qu'on teste des choses. On l'a déjà fait aussi avec des résultats heureux, moins heureux. Enfin voilà. De toute façon, la radio, la télévision, Pierre aussi a toute expérience avec son long background. C'est toujours par essai-erreur, que ce soit le privé, le public, toutes les chaînes de la RTB, les chaînes du groupe RTL ou autres. Donc voilà, c'est tester de nouvelles choses, essayer d'amener dans ce truc d'espèce de zone refuge, et de tester des choses qui vont peut-être plaire à des auditeurs qui sont venus une fois, à qui on n'a pas convenu, mais qui vont peut-être revenir suite à votre web TV ici, et se dire tiens, je suis revenu, cette séquence-là est sympa, je vais essayer d'en découvrir plus, d'en savoir plus. Alors, il y a donc évidemment des choses très sympas le matin dans Coffee on the Rocks, donc avec Raphaël entre 6h et 10h. Et puis l'après-midi, ça se passe plutôt pas mal entre 15h30 et 19h30. Classique 21, on the road again. Pierre Laurent. Aussi, leader, donc je le disais, pas sur toute l'après-midi, on va pas rentrer dans le détail, mais en tout cas, en fin de soirée, tu es leader avec Classique 21, toute radio confondue, ça doit être une fierté. Oui, tout à fait, mais de toute façon, peu importe les chiffres des sondages, c'est toujours une fierté de bosser à Classique 21, voilà. Tous les jours, je viens bosser en sifflant, en étant de bonne humeur. Le matin, je me réveille de bon poil parce que je continue à exercer ma passion de gosse, en fait, puisque j'ai commencé à 13 ans. Et j'en ai 55, donc la vie est belle. Il y a quand même quelque chose, on en parlait avec Raphaël, c'est la particularité de Classique 21, c'est évidemment cette musique-là. À quel point la musique, même dans ton émission, évolue. Parce que j'écoutais encore l'autre jour, le rock aujourd'hui, ça veut tout dire.
tu passes de Amy Winehouse à Johnny Mitchell et tu mets du U2 entre. À quel point c'est peut-être compliqué aussi de réussir à mettre toute la musique qu'il faut mettre dans une émission pour qu'elle continue à fonctionner. Alors, précision, moi je ne programme pas l'émission, c'est le bureau de programmation qui le fait, Cyril Wilfard et Dominique Ragueb. C'est eux qui ont tout ce talent. Et en même temps, il y a que sur Classique 21 qu'on peut écouter un Amy Winehouse et puis juste après un U2 ou un Led Zeppelin par exemple. Voilà. Et toi, toute cette culture-là, tu l'as toujours eue ou bien tu l'élargis aussi? Je suis pas issu de la culture rock du tout. Mes parents écoutaient la chanson française, du jazz, Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, etc. Mon père m'a fait découvrir en 78 Chicago avec If You Leave Me Now. On n'écoutait pas les Beatles à la maison. On n'écoutait pas Led Zeppelin. Donc j'ai dû potasser et j'ai fait mes premiers pas à Radio 21 où je me suis planté en désannonçant des morceaux qui étaient pas du tout ce qui venait d'être diffusé. Et je me trompe encore maintenant parce que voilà, je suis pas du tout de la culture rock, mais j'apprécie cette musique. Et puis le rock and roll, c'est aussi une philosophie. Hein. C'est vrai. Vas-y, c'est ta philosophie de vie, le rock and roll, par contre. Fond, Vas-y, raconte un peu, développe un peu, parce qu'il y a plein de gens qui vont dire le rock and roll, c'est d'aller boire des bières et de se droguer. Quand c'est rock and roll, il faut pas trop qu'il développe. Oui, voilà. Il vaut mieux rester décent. Alors il faut mettre interdit au moins de 18 ans. Ok, on est dans ce créneau-là, ça va. On disait On the Road Again, c'est aussi c'est numéro 1 une partie de l'après-midi. C'est aussi très fort de le faire à une heure. Il faut quand même dire à cette heure-là, il y a quand même il y a des grosses têtes. Oui, on a la concurrence. Et il y a Nostalgie qui est la radio numéro 1 largement. C'est quand même pas mal, quoi. Oui, voilà. Non, mais je veux dire, c'est de la grosse concurrence, quoi. Quand tu arrives face à du Laurent Ruquier, franchement, faut y aller, quoi. Ouais, après, c'est un travail d'équipe. Voilà, je suis pas tout seul. J'insiste bien, et Raphaël le dit aussi, on est vraiment une équipe de passionnés, et donc on fait en sorte que ça fonctionne. Mais on fait pas de la radio pour nous. La preuve, c'est pour ça que ça fonctionne aussi l'après-midi et le matin, c'est que on fait de la radio pour les personnes qui nous écoutent. Enfin voilà, c'est ça qui est formidable. Et puis les gens font leur choix. Alors soit ils écoutent les grosses têtes, etc. Mais bon, apparemment ils écoutent On the Road Again, et tant mieux. Voilà. Alors, on l'entend, Charlotte, dans cette interview avec la réponse de Pierre. Cette voix, elle est quand même hyper reconnaissable. Je ne suis pas né avec. Je ne suis pas né avec. C'est marrant. Il n'avait pas de voix. Il ne connaissait rien au rock. Enfin, voilà, j'étais sourd et muet. Il s'est fait il n'y a pas longtemps. Écoutez Frédéric François. Mais tu as conscience quand même que ta voix, c'est une marque de fabrique? Non, aucune. Non, vraiment? Non, pas du tout. Non. Mais tu la travailles comment? Parce que elle est... Mais non, on va creuser un peu. On va reparler de la philosophie rock'n'roll. Je ne fais absolument pas attention. Voilà. Je fais pas attention à ma voix. Donc c'est vrai qu'il parle comme ça tout le temps. Il y a des animateurs qui forcent quand ils sont à l'antenne, mais Pierre parle comme ça tout le temps, vraiment. Je fais pas attention, donc voilà, c'est comme ça. Alors j'avais quand même une question, moi, qui... Il y a une voix, celle de Richard Darbois, un peu similaire à la tienne. Hein. On sait que Richard Darbois, c'est la voix de... C'est l'habillage énergie, c'est ça? L'habillage énergie, c'est le génie d'Aladin, c'est la voix de plein d'acteurs hyper connus, Harrison Ford. Mais toi, tu as déjà prêté ta voix? Est-ce qu'on t'a déjà demandé de prêter ta voix ou pas? C'est quelque chose qui... Alors, tu parles de doublage? Oui, notamment. Alors, j'ai fait des essais de doublage 2 fois. Et c'était un peu catastrophique parce que j'ai pas la technique de comédien. Donc alors c'est pas le tout d'avoir une voix, mais après il y a voilà, dans le métier de la voix, il y a des sous-métiers. Donc faire du doublage, c'est pas faire de la radio. Comme faire de la radio, c'est pas faire de la télé, c'est pas Oui, et donc j'ai aucune technique. Donc j'ai fait 2 essais qui n'ont pas été concluants. On m'a dit on vous rappelle. On m'a jamais rappelé. Par contre, tu as des techniques de chant, visiblement. C'est-à-dire oui. Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure. Ça vient d'où, quand ça? par l'hiver, Étienne. bois et guérets sont dépouillés de The leurs Voice, attraits. c'est pas ça? Mon beau sapin, roi Bon, c'était à quelle des occasion? forêts, C'est une casserole, ça, pour toi, ou pas du tout? Non, évidemment que non. C'est pas... Mon beau sapin. Oui, c'est bien de l'éteindre. Mais quand même. C'était pas pour la première émission de The Voice. Je pense que c'était ça. On devait juste faire des petits essais pour
Voilà, c'est pas... ouais. Oh, c'est anecdotique, c'est sympathique. Oui, voilà. Il y a pire. Et dans les anecdotes sur Pierre, parce que ça me revient maintenant, comme il en parle et qu'on parle de sa voix, en fait, quand je suis arrivé à la RTBF, j'avais joué avec Pierre Laurent, mais à l'époque où il était sur Fun Radio. Et donc Pierre Laurent, quand j'étais adolescent, m'a fait gagner un t-shirt Fun Radio. C'était, je sais plus pourquoi l'après-midi, il avait eu une auditrice sur antenne et il avait commencé à délirer avec son prénom et je me suis dit purée, moi aussi je veux un t-shirt. Et donc j'ai appelé Pierre et en fait quand je suis arrivé à la RTBF, j'ai reconnu sa voix. Okay. Parce que je me suis dit mais tiens, est-ce que c'est pas toi? Et on en avait parlé mais il y a très longtemps, je sais pas si tu te souviens encore. Et il me dit ah oui j'étais à Fun Radio tout. Je dis bah écoute, un après-midi je t'ai appelé parce que et j'ai reconnu sa voix parce qu'elle est tellement particulière et tellement reconnaissable que et pourtant ça remontait à. Sauf qu'à Fun Radio, on m'avait demandé, donc c'était le début des années 90, c'était l'époque de Love in Fun, etc., etc. On m'avait demandé de monter un peu ma voix. Parce que voilà, à l'époque, il fallait parler très très vite, etc., etc. Et pour la petite histoire, j'ai fait un Love in Fun avec le doc en remplacement de D-Fool. Ça c'est la classe. Ça c'est la classe. Ça c'est la classe. Et tu me fais bien la petite transition parce que quand tu entends la voix de Pierre, tu te dis flûte, j'ai une voix de petit genou à côté. Non, pas du tout. Bah, il y a des voix vraiment reconnaissables, il y a des voix particulières. Et puis bon, ben moi j'ai la mienne, j'ai ma voix, elle résonne dans ma casserole. Et puis voilà, je sais pas la changer, donc c'est clair. C'est comme ça. Tes débuts, c'était quoi, Bel RTL? Ouf, mais tout Tes débuts pro. Mes débuts pro, c'était il y a eu Radio Ciel, mais là c'était pro et que. Et puis il y a eu Nostalgie. Okay. C'est Joël Abbé et Axel Delcourt qui m'ont donné ma chance. C'est là que t'apprends vraiment le métier. C'est la première fois que j'ai eu des sous en fait pour faire de la radio, parce que le métier on l'apprend dans les radios locales où tu vas avec ton poste à souder, tes disques et ton bac ton bac à linge. Mais tout le monde ne va pas après sur une station nationale. Non, je travaillais dans un milieu totalement différent et j'avais vraiment envie de quitter ce boulot et je voulais vraiment me lancer en radio et donc j'en ai eu vraiment marre, donc j'ai pris une démo que j'avais, enfin c'était même pas une démo, c'était la dernière émission que j'avais fait en local et je suis allé, Marc Vossen venait d'arriver à Nostalgie, c'était encore boulevard en SPAC et donc j'ai pris le métro d'où je bossais et je suis allé déposer une cassette et on m'a dit comme Pierre, oui on vous rappellera, on verra bien, et un mois après Joël Abbé m'a téléphoné, il m'a dit qui est maintenant qui travaille pour les variétés à l'RTBF mais qui a été chef d'antenne à Nostalgie et il m'a dit tiens, ta démo est sympa, viens passer un casting, qui était foireux, malheur total, je me faisais dessus, j'étais comme ça, enfin ça a été vraiment nul, et je ne savais pas que lui et Axel Delcourt, qui étaient les responsables de la radio à l'époque, écoutaient dans le bureau à côté. Et Axel a dit, ce mec est à chier. Axel, je m'entends super bien avec lui, enfin voilà. Et Joël a dit... je sais pas, il dit écoute, sa démo était vraiment bien et je crois qu'il y a vraiment un truc avec ce mec. Il a dit c'est vrai que son casting était vraiment mauvais parce qu'il était hyper stressé, mais il dit je sais pas, il y a un truc derrière et j'ai quand même envie de le tester à l'antenne. Et donc on m'a fait venir un dimanche, moi je suis sorti de là, j'ai dit jamais je ferai de la radio chez eux, et puis on m'a convoqué, donc je suis allé faire un dimanche et c'était Bruno Fernandez qui a fait la matinale d'ailleurs Nostalgie, qui a été mon monsieur radio pour la première fois et il m'a dit, bon mentor. Voilà. Et j'avais des pseudonymes complètement débiles dans les radios locales. Et puis il m'a dit comment tu t'appelles, et j'ai dit je m'appelle Raphaël Scaini. Et il m'a dit ouais ok écoute c'est bien, ça claque bien. Il dit on va t'appeler comme ça ici aussi. Et c'est comme ça que j'ai gardé en fait mon vrai nom et mon vrai prénom. Et c'est parti en fait de là. Et ça s'est bien passé. Puis j'ai fait une émission tout seul qui s'est pas bien passé non plus. Et là c'est Philippe Cantamessa qui est arrivé après, qui m'a dit t'inquiète, les premières sont toujours vraiment à chier. Tu verras, ça ira bien. J'avais tellement flippé la veille, j'avais tellement emmerdé Joël Abbé jusqu'à 1h du matin au téléphone en me disant écoute, ce métier n'est pas fait pour moi. Il m'a dit si, reviens. Je pense que c'est surtout parce qu'il n'y avait personne pour faire le remplacement qu'il m'a dit reviens. Et donc j'ai refait le lendemain et j'avais tellement flippé, j'avais tout emmagasiné, les décrochages satellites, les machins, enfin c'est technique, que l'émission du lendemain comme ça, comme si je claquais des doigts. Et là t'es resté combien de temps là chez Nostalgie? Je suis resté une saison complète. Ok. J'avais passé des castings à l'RTBF, mais bon, à l'époque, c'était un peu plus compliqué. C'était surtout des castings pour régulariser des gens déjà en place. C'était pas des vrais castings pour aller chercher des gens à l'extérieur. Je me suis fait avoir, on va dire, quelques fois, mais c'était une époque révolue, heureusement. Et un jour, il y a Cédric Godard, qui a travaillé notamment aussi pour RTL, pour Nostalgie, pour l'RTBF. Il fait une blague à la radio, et j'écoutais Bruxelles Capitale à l'époque, donc l'équivalent de Fréquence Wallonie, mais à Bruxelles, qui est devenu Viva Bruxelles maintenant. Et je lui envoie un truc, mais
sans vraiment faire gaffe, avec mon mail nostalgie, je dis putain, j'ai éclaté de rire dans la voiture avec ta connerie. Et lui me répond dans l'heure, il me dit écoute, c'est très sympa de recevoir ce genre de mail parce que généralement les gens m'insultent. Et donc avoir un mec qui me dit un truc vraiment sympa, sache que ça me touche. Si je t'ai fait rire, tant mieux. Et ça reste là. Et puis quelques semaines après, il me contacte et il me dit en fait, je t'ai écouté, sache que je suis passé aussi par Nostalgie. Et on va rechercher quelqu'un bientôt pour le week-end à Bruxelles Capitale. Si ça t'intéresse, je t'invite à passer le casting. Et je me suis dit, ouais, bon, ok, encore un truc, on verra bien. Et donc, je suis allé pour rire. Et en fait, le casting, c'était une émission en direct, déjà à la RTBF le soir. Mais j'étais comme indépendant complémentaire parce que j'avais un boulot en journée, j'allais faire Nostalgie le soir et le week-end, et là on me dit putain, la RTBF, je dis comment je vais faire mon bazar. Et donc finalement j'ai été faire cette émission qui s'est très bien passée, mais là c'était totalement différent parce qu'il y avait un technicien encore avec une grosse vitre, il fallait se faire comprendre. Enfin, c'était complètement différent de Nostalgie où c'est comme un Classique 21, on est tout seul et on fait tout seul. Et voilà, ça s'est super bien passé. J'ai dit ah ouais, c'est quand même cool avoir un technicien, tout le bazar. Et voilà, puis on m'a rappelé, on m'a dit, et donc à un moment j'étais en fait sur Nostalgie, j'étais sur la RTBF, mais comme c'était une régionale, ça posait pas trop de problèmes. Les gars s'entendaient, comme Marc Vossen en plus avait dirigé Bruxelles Capitale avant d'aller à Nostalgie. Ils ont trouvé un accord avec Xavier De Bruyne. Enfin bref, ça c'est de la popote interne. Et puis je me suis retrouvé sur les deux chaînes. Donc j'ai terminé tous mes engagements à Nostalgie à la fin de la saison. Et puis j'ai commencé à la RTBF et ça va faire 24 ans maintenant. Et puis donc des années plus tard, tu te retrouves dans ce qu'on appelle aujourd'hui Vivacité, ce qui n'existait pas quand tu y arrives. Les tubes en or. Oh mon Dieu. Allez, on rigole. Très très bon début de soirée en notre compagnie. Heureux de vous retrouver pour démarrer ensemble cette nouvelle semaine de tubes en or. J'espère que la reprise n'était pas trop laborieuse après ce long week-end de Toussaint. Chez nous, sachez que tout va bien. On est content d'être à vos côtés jusqu'à 19h aujourd'hui. Non, pas 20h. Alors, Raph, t'étais programmateur musical Vivacité. Oui. Déjà, concrètement, ça veut dire, si on explique aux gens qui nous regardent et nous écoutent, programmateur musical, ça veut dire que tu choisis les chansons qui passent à l'antenne. Sur base d'un format et d'un cahier de charge que la chaîne a, parce que on a à l'RTBF, bon, comme on est une radio de la communauté, enfin de la Fédération Wallonie-Bruxelles maintenant, on a des quotas de production locale à diffuser, on a des quotas de chansons françaises à diffuser. Et, donc on doit mettre du belge, on met du francophone, et après on met de l'anglo-saxon. Autour de ça, on dit on vise tel type de public, de tel à tel âge, masculin, féminin, etc., etc. Et sur base de ça, il faut établir des programmes. Et donc je programmais pour Vivacité. Et alors aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est peut-être justement ton point de vue là-dessus. Est-ce qu'aujourd'hui, les radios, on va dire généralistes, puisqu'on parle là de Vivacité 2 secondes et de ce métier de programmateur, elles donnent autant la tendance qu'elles ne pouvaient le donner il y a peut-être 20 ans en matière de musique, sachant qu'aujourd'hui, il y a plein d'artistes qui se développent bien au-delà du son qui peut passer en radio. Spotify et d'autres plateformes sont là pour ça. Aujourd'hui, est-ce que finalement, aujourd'hui, les radios généralistes ont quand même des radios, des cahiers des charges assez similaires et ne font finalement pas que passer les mêmes titres? Au niveau des radios généralistes, je vais dire que tout est un peu formaté et similaire. Effectivement, il suffit de voir les interviews qui vont, on va dire, que ce soit RTL, Contact ou Vivacité aussi. On retrouve Christophe Maé sur toutes les chaînes. Si Obispo vient pour un spectacle, on va le retrouver sur toutes les chaînes. Céline Dion fera peut-être son comeback, j'espère pour toi un jour. On va la retrouver aussi en interview et tout le monde aura le même cadeau avec on vous envoie à Las Vegas dans la boule ou le Kaiser Palace, je sais pas quoi. Donc oui, il y a une espèce de formatage qui est là. Maintenant, à la RTBF, on a un cahier de charge beaucoup plus important, je pense, par rapport aux radios privées. Et ça, Étienne va confirmer ou infirmer en ce qui concerne les productions belges francophones et Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc en termes de découverte de chansons du terroir, on va dire ça comme ça, je pense que ça, la RTBF se démarque vraiment des radios privées par rapport à ça, de par le quota, mais ça a permis à plein d'artistes d'émerger. Je pense à des groupes comme Suarez, Puggy, enfin bref, dont je vais pas dire personne ne voulait, mais où les autres étaient un peu plus réticents, parce que avant, il y a très longtemps, même avant The Voice, il y avait cette image artiste belge, ouf, attention, ça va être un peu cheap, un peu machin, et je pense que c'est cette nouvelle RTBF qui est née avec Vivacité, avec Classique 21, avec les quotas, avec le cahier de charge qui a évolué, a permis justement à la musique belge de se professionnaliser beaucoup plus que ce qu'elle n'était avant. On est monté en gamme dans la production, on est monté en gamme dans plein de choses.
choses, et ça a permis des émissions comme The Voice d'avoir plein de talents qui ont pu venir. Donc ça a eu un impact super positif, je trouve. Mais toi, ta culture musicale, vraiment, tu parlais de Springsteen, ta culture musicale, elle est rock, principalement. Est-ce que sur une radio généraliste, musicalement, tu t'y retrouvais, t'étais heureux finalement? Il y avait des bonnes et des moins bonnes choses. C'est comme dans le rock, il y a des morceaux que je diffuse, que j'apprécie vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Et puis il y a des choses que je trouve moins évidentes et dont je suis moins fan. Donc honnêtement, si on écoute ma playlist là, je tire super large, avec une préférence évidemment le soir quand j'ai vraiment envie d'écouter un truc qui me plaît. C'est Classique 21 ou les albums de Springsteen ou les Stones. Enfin voilà, ça c'est mes deux choses fétiches, les Stones et Springsteen. Mais oui, on va dire que c'est 70-80% rock. Et puis après, il y a quand même, on va dire peut-être 30-40% de choses que j'aime découvrir en chansons françaises. Du rap aussi, Enfin voilà, je suis pas du tout fermé aux autres courants musicaux. Je pense qu'il faut rester large et très ouvert. Mais l'avantage, je veux dire, de Classique 21, c'est quand même l'assurance de passer de la musique que personne d'autre ne passera aussi, ne se permettra de passer. On a un petit tronc commun quand même avec certains souvenirs. Il y a des artistes comme U2, ça passe un peu partout. Donc voilà. Et puis il y a des groupes comme Blackberry Smoke qui ne passent que sur Classique 21. Il y a le groupe belge avec la boule. J'ai oublié le nom maintenant. Mais si. Avec la boule. Mais si, le bassiste. Gros blanc, voilà. Ça, tu vois, que tu es seul à connaître. Non, mais c'est parce que je me suis levé super tôt ce matin. Enfin, je l'appelle la boule, mais c'est peut-être pas la boule. Mais je me suis levé super tôt ce matin et voilà. Donc je pense que c'est la fatigue, j'ai un trou de mémoire. Mais si, le gars, il a sa mèche blanche, et sa barbe, il vient. Tu parles de Triggerfinger. Triggerfinger, voilà. Désolé, c'est la fatigue. C'est bon, on l'a. Triggerfinger. Donc il y a plein de groupes qu'on passe sur Classique 21 et qui ne passent nulle part ailleurs, qui sont des très bons groupes, et il y a de très bonnes productions, plein de. Il y a Pierre à côté qui est en train de diminuer de taille. Oui, alors je ne joue pas, ça s'abaisse tout seul. Donc sans doute dû à mon poids. Mais là c'est ton gros plaisir évidemment. Pouvoir découvrir, il y a plein de nouvelles. Pouvoir passer des choses que tu as envie d'écouter, tu dis là je peux les passer. De ma playlist quand je vais en vacances ou n'importe quoi, il y a des choses que moi-même j'ai découvert sur Classique 21 parce qu'on nous les envoie à nous et les maisons de disques et tu sais qu'ils vont pas les envoyer ailleurs. Et ils ne vont pas les envoyer à Contact, Bell ou Viva. Parce qu'il faut expliquer aussi que c'est les maisons de disques qui disent on a de tel ou tel artiste, est-ce que tu veux le programmer? Et c'est comme ça en général que ça se passe. C'est rarement une démarche proactive de dire j'ai entendu machin dans une salle de concert, ça peut se passer sur ou pas? Classique 21 ça se passe comme ça aussi. Parfois on va voir des concerts, on découvre des choses via parce qu'il y a des groupes même qui ne sont pas distribués en Belgique, mais comme maintenant on a la porte ouverte avec le téléchargement, avec toutes les plateformes qu'on ne va pas citer ici, il y a moyen d'acheter des trucs à l'étranger et des choses qui ne sont pas distribuées dans le réseau officiel maison de disques ici. Donc l'avantage de Classique 21, c'est qu'on est assez libre de ce côté-là. S'il y a un bon groupe rock qui est diffusé aux États-Unis, qui ne passe pas en Belgique et qui va peut-être faire une petite salle du côté flamand alors qu'il remplisse un demi-stade aux États-Unis, on va se permettre de le diffuser sur Classique 21. On a zéro pression par rapport à ça. Et voilà encore quelque chose par laquelle Classique 21 se démarque. Petite question, c'est la question un peu polémique du jour ou pas forcément. C'est lui qui l'a fait pour une fois. Un retour sur Via Cité, c'est possible? J'en parlais avec Étienne, donc je vais en parler. Voilà, mon chef est au courant. Je dis, il faut jamais dire jamais. Moi, je suis très attaché à la maison RTBF parce que la RTBF, j'ai grandi avec mes parents. Il y avait toutes les émissions cultes, Tata Show, etc. à tout cœur. Enfin bref, je parle d'émissions que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Chanson à la carte. Chanson à la carte aussi. Il y avait de très bonnes émissions rock à la RTBF, même sur l'ancêtre de Vivacité. Fréquence en ligne, même Radio 2 le soir, il y avait une émission rock qui était faite ici, je pense, à la RTBF Namur, pas très loin de vos locaux ici. Donc moi j'ai toujours été très attaché à la marque RTBF et il ne faut jamais dire jamais. De toute façon, le milieu de la radio en Belgique n'est pas gigantesque. Et pourquoi se fermer les portes? Et comme je suis attaché à la RTBF, que c'est une maison dans laquelle il y a moyen de faire plein de boulots. Et puis il n'y a pas que les boulots qu'on voit aussi. Il y a plein de boulots en coulisses, dans l'organisationnel.
professionnel, technique, et que la maison offre énormément de formation et voilà, si un jour, admettons, quelqu'un se dit l'antenne c'est plus pour moi, ou je sais pas, un ingé son qui dirait moi j'ai plutôt envie de faire de l'image. L'avantage de la RTBF, c'est qu'il y a un paquet de formations, parce qu'on a une académie interne qui donne la possibilité à plein de gens de pouvoir se reconvertir dans différents métiers. Et donc, que ce soit de l'antenne sur une autre radio, que ce soit un métier radicalement différent, un jour caméraman, ingé son ou n'importe quoi, les possibilités sont là. C'est le gros avantage et le gros luxe de la RTBF. Donc, ne jamais dire jamais. Un beau et riche parcours pour toi, Raphaël. Pierre aussi. Je pense que Pierre aussi. Justement, c'est pour ça. On bascule chez Pierre. Plus de 40 ans de radio. Pierre, il va faire l'émission debout. Faut pas lui rappeler. Il y a un problème de siège. Problème de poids, surtout. Mais non. Tu as débuté début des années 90, je pense. Alors, en radio ? Oui. À la RTB. À la RTBF, en tout cas. Parce qu'on a déjà évoqué la partie Fun Radio notamment. Mais sur la RTBF, quel parcours! Et on va aussi revenir quelques instants sur Radio 21, parce que là aussi, tu as une histoire avec Radio 21 qui est, on le rappelle pour nos plus jeunes auditeurs, l'ancêtre de Classique 21. Radio 21, ton parcours. Il y avait une question. Oui, j'attendais la remontée de la phrase et que pour l'interrogation, on n'y était pas. Voilà. Donc tu peux ton recommencer. Ton parcours à la RTBF. Coupera en montage. Ton parcours à la RTBF. Oui, tout à l'heure, Raphaël parlait de Marc Vossen. 1992, j'ai envoyé une cassette. T'imagines, on parle vraiment comme des vieux. Une cassette à Marc Vossen, qui était directeur de Bruxelles Capitale, que je connaissais bien puisqu'on avait fait l'aventure Nostalgie en Belgique en 86. Et donc, il m'a convoqué assez rapidement. Il m'a dit, voilà, tu vas faire un petit essai. Et donc, j'ai fait un essai dans un des studios, le littéraire, je pense. Oui, 1 et 2. Il y avait au 3J, c'était le couloir dans lequel ça se trouvait. C'est ça. Avec un technicien de légende qui bossait sur Radio Cité à l'époque, qui était Paul Martial. Exceptionnel, un clown, mais vraiment, mais c'est vrai, il était super drôle. Et Marc Vossen m'a fait le coup de la panne. Dans l'essai, donc voilà, c'était sur un morceau de John Lennon, et puis il m'a dit on te recontacte. Décidément, on me le dit souvent. Et donc quelques jours après, on m'a dit voilà, tu vas remplacer Laurent Lotte, qui bossait sur Bruxelles Capitale à l'époque, et c'est comme ça que j'ai commencé. Et au bout du 3e ou 4e jour, en studio, là je bossais avec Madi Burnia, technicienne de légende également. Et il y a un monsieur que j'ai pas du tout reconnu au début qui arrive et qui me dit j'aime bien ce que tu fais. Bon, ok, merci monsieur. Et c'était Claude Delacroix. Et il me dit tiens, est-ce que ça te dirait de bosser sur Radio 21? Qui est l'ancien big boss de la RTBF. Oui, tout à fait. Voilà, donc qui est aussi une légende, évidemment. Et donc en tremblant, j'ai dit oui. Et puis voilà, j'ai commencé sur Système 21. La première personne à remplacer, c'était Soda. Et à partir de là, voilà, c'est parti. Une fois qu'on a un pied dedans, alors après je parle pas de talent, mais au moins je me dis voilà, j'ai le pied dedans et peut-être qu'il y a personne d'autre. Et donc j'y vais et puis voilà. En 2004, Radio 21 est devenu Classique 21, donc c'est quasiment un anniversaire. Classique 21 fêtera ses 20 ans dans quelques mois, on en parlera tout à l'heure avec Étienne. Toi, tu as vécu comment ce passage entre Radio 21 et Classique 21, et comment as-tu vu cette évolution de Classique 21 au fil de ces 20 dernières années? Alors à l'époque, il fallait que les choses changent et évoluent. Voilà, donc il y a eu ce qu'on appelle le plan Magellan, et avec la création de Pure FM, etc., de Vivacité et de Classique 21. Moi, je l'ai bien vécu. Alors, la fin de Radio 21, j'avais pris congé une semaine avant la fin. Voilà, parce que je voulais pas assister à ça. J'avais l'impression, je sais pas, d'un truc triste. Et donc, voilà, j'ai pris congé, et puis je me suis concentré sur la toute première émission de Classique 21 que j'allais faire le matin. Je me souviens que pendant tout ce temps, on avait répété ça, les petits matins, comme une pièce de théâtre, en temps réel. On avait fait 5 émissions, pour vraiment se préparer, puisque c'est un nouveau produit.
Et bon ben voilà, j'ai eu la chance et l'immense privilège d'ouvrir l'antenne de Classique 21. C'était le 1er avril 2004. Parce qu'on le rappelle, au début, tu faisais ce que fait aujourd'hui Raphaël Scaini. Oui, pendant 10 ans, oui, pendant une dizaine d'années, j'ai fait les petits matins, oui. Puis après, c'est Eric qui a repris, et puis Raphaël. Et je voudrais apporter une petite précision. J'en avais parlé à mon boss à l'époque lorsque il avait mis Raphaël au matin. De tous les petits matins qu'il y a eu sur Classique 21, pour moi, Raphaël, c'est le meilleur. Voilà, c'est vraiment le petit matin rassembleur, fédérateur. Il est sympa, etc. Je dis pas ça parce que mais c'est la première fois que voilà. Donc, comme elle dit. Attends, oui, écoute, je vais lui faire. Merci mon Pierrot. On a fait mais honnêtement, voilà. Bah écoute, ça me touche vraiment. Donc, il est très très bon. Voilà, pour moi c'est le meilleur, bien qu'Eric à l'époque était aussi très très bon. Voilà. Bah écoute. Je sais même pas quoi dire. Écoute, merci beaucoup. Vraiment, ça me touche. Ma grand-mère disait, on dit merci aux gens quand on en a plus besoin. Merci. Non, mais voilà. Écoute, je suis super touché parce que je m'attendais pas. Pierre, tu disais tout à l'heure, je te demandais si c'était d'une culture musicale rock et tu nous expliquais que pas du tout. C'était chansons françaises. Oui. Il y a des émissions musicales, même au-delà de nos frontières, qui t'ont inspiré, qui t'ont toujours inspiré. Oui, bien sûr. Les musicales. Oui, même au-delà, je veux dire, on peut même passer les frontières, on peut même aller de l'autre côté de l'Atlantique et aller voir du côté des Américains. Est-ce que c'est quelque chose que tu essayes d'écouter de temps à autre pour t'en inspirer un peu? Encore maintenant ou pas? Peut-être encore maintenant. Alors, un petit peu moins, parce que, voilà, je t'avoue que j'ai même pas de poste de radio chez moi. En général, les cordonniers sont plus ma chaussée. Oui, mais maintenant, tu peux écouter la radio à la télé. Hein. Oui, c'est vrai. Voilà, donc ou sur le téléphone aussi. Oui, sur le téléphone. Et tu es allé beaucoup plus loin que la bande FM. Effectivement. Ouais. Mais c'est vrai que je zappe pas mal, notamment dans la voiture. Je zappe énormément, j'écoute les autres. Par contre, lorsque j'étais plus jeune, comme j'ai habité Binche une trentaine d'années, je captais la radio du Chep. Ah oui, donc voilà. les Américains chez nous. Ouais. Voilà. Et aussi, les radios du nord de la France, il y avait à l'époque un certain Tonton Ségissement, je sais pas si tu as connu, pas du tout. Qui était un animateur fou, je sais plus quelle radio. Donc ça, j'écoutais pas mal. Et puis, oui, j'écoutais évidemment Francis Zégut le soir, Georges Lang, etc., etc. Mais voilà, ce sont des personnes, ainsi que d'autres animateurs, producteurs en Belgique qui m'ont donné envie de faire de la radio. Radio Cité, par exemple. J'étais tout gosse, mais j'écoutais Radio Cité. Enfin, je me dis un jour, puisque bizarrement, vers 8-9 ans, je savais exactement ce que je voulais faire dans la vie. Je me suis dit, un jour, j'y arriverai. J'arriverai là. T'as jamais eu d'alternative à ça? Jamais, non, jamais. Non. Pas de négociation non plus, c'est comme ça. Pourtant, le nombre de personnes qui m'ont dit, mais enfin, t'es fou, animateur radio, c'est pas un métier, et il y a encore quelques années, quelqu'un m'a dit, de proche, m'a dit, bon, maintenant, il va falloir que tu penses à un vrai métier. Oui, ok. Tu le disais tout à l'heure, tu as 55 ans? Pierre, 55 ans. Je les parais pas. Hein. Non, pas du tout. Plus, ouais. Non. Non, j'allais dire évidemment l'inverse. L'idéal, ce serait de jamais prendre ta retraite. Ce serait de continuer. Ok. Si, je pense que. Mais au moins la reprendre à Classique 21, j'imagine. Ah bah oui. Bon, voilà. De terminer le parcours là, quoi. Je veux dire. Ouais. C'est ma maison, comme le dit Raphaël, et je suis entièrement d'accord avec lui. Je suis très très attaché mais vraiment très attaché à la maison RTBF, voilà, c'est ma seconde maison, c'est ma seconde famille. Par contre, moi, je suis convaincu qu'il vaut mieux partir avant que ça ne se gâte, et avant que les gens ne disent c'est encore lui. Bon, non, à un moment donné, il faut pouvoir s'arrêter. Je préfère que les gens me disent c'était bien quand c'était toi, et de laisser un petit goût de trop peu. Voilà. Donc. C'est pas pour demain, mais c'est pas non plus pour demain, Pierre. Non, mais enfin, je suis plus proche de la porte de sortie que de la porte d'entrée, on est d'accord. Donc, mais à un moment donné, voilà, je jouerai pas les prolongations et je laisserai la place aux jeunes. Bon, bien, dans un instant, on va parler des pigeons et du Viva for Life. D'accord. Raphaël sait qu'on parle de lui et on évoquera aussi le livre de Pierre, Tu finiras sous les ponts, dans un instant. Mais avant, Cédric, évidemment, encore quelques petites questions. Mais il est surtout grand temps d'accueillir le patron, Étienne Dombré. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Je vais allumer ton micro, évidemment, ce sera mieux. Voilà, on n'est pas professionnel ici, on n'est pas comme sur Classique 21. Étienne, tout d'abord, est-ce que tu acceptes nos excuses? Oui. Non, mais par rapport à notre intro de tout à l'heure, où effectivement, non, mais c'est... on ne parle pas assez de Classique 21. Je t'avoue qu'en interne, entre nous, on se dit souvent, tiens, on a l'impression en fait de travailler que pour nos auditeurs. Ouais. C'est-à-dire que les autres médias parlent très peu de nous.
c'est clair qu'on est très différencié dans le paysage audiovisuel belge. On fait quelque chose que personne d'autre ne fait. Et donc, de temps en temps, il y a un petit article ça et là qui arrive, et je suis très heureux déjà que vous nous consacriez une heure, surtout avec deux super camarades de jeu, clairement. Donc merci pour ça. Oui. C'est normal, on en parlait en introduction, le bulletin est évidemment très très bon. Le patron, il dit quoi de ce bulletin? Il est satisfait, ou alors on peut quand même encore faire mieux et aller titiller, puisque là vous êtes 5e, mais parfois c'est déjà arrivé que Classique 21 était même 4e devant RTL. Oui, donc, alors contrairement peut-être aux concurrents qui parlent de cibles commerciales et tout ça, chez nous on parle plutôt d'auditeurs, on essaye d'être fiers de ce qu'on fait. Et donc, quand on voit que que si on part en part de marché, qu'il y a un auditeur, même un peu plus qu'un auditeur sur 10 qui nous fait confiance, en ouvrant son poste de radio, c'est extrêmement gratifiant. Au-delà des chiffres, parce que les chiffres fluctuent et on pourrait reparler du CIM ensemble, dans la méthodologie, il y a plein de choses qui font que, parfois on se regarde en se disant tiens on a baissé, tiens on a augmenté, on sait pas trop bien pourquoi. Il y a surtout le retour qu'on a des auditeurs quand on fait un événement, il est sold out directement. Il y a cette espèce d'engouement envers Classique 21 et comme l'a dit Raphaël, on est les auditeurs, en tout cas une frange de nos auditeurs est vraiment exigeante. Et chez nous, on essaye d'être authentique. Je pense que les témoignages de mes deux camarades là l'étaient. On essaie de ne pas tricher. On ne s'invente pas des vies. On est ce qu'on est. Voilà. Alors je te cite. Donc tu parlais des deux clowns qui sont. C'est moi qui ai dit clown. C'est moi qui ai dit clown. C'est moi qui ai dit clown. Pardon. Comment est-ce que tu les perçois, toi? C'est quoi ton regard sur Raphaël Scaini et Pierre Laurent? Alors, c'est avant tout deux personnalités très différentes que Classique 21 rassemble. Il y a dans toute l'équipe, en fait, il y a un panel. Si je prends quelqu'un comme Walter de Padua et puis Dorothée qui est la dernière arrivée, il y a vraiment un panel de personnalités qui est assez incroyable et qu'on ne retrouve peut-être pas sur d'autres radios. Il y a vraiment des experts du rock, il y a d'autres qui sont vraiment des animateurs, mais je pense que quand on parle de Raphaël ou de Pierre, et je suis très heureux qu'on les mette vraiment à l'honneur aujourd'hui, on a affaire à vraiment à des ténors de la FM. C'est des gens qui connaissent extrêmement bien leur métier. Et donc pour moi, travailler avec des personnes comme ça, c'est à la fois beaucoup plus facile que de reprendre une équipe qui n'est pas affûtée. Ici, on a des grands professionnels de la radio. Il faut pas leur dire les choses. Quand ils sont un petit peu en dessous, ils le savent directement. Et ça arrive rarement. Tous les gens. Et enfin, pour moi. C'est pas vrai. Et donc, je vois plutôt ça comme une collaboration efficace, en fait. Vraiment. Alors, une des particularités de Classique 21, et c'est un peu les mobiles infos. C'est vrai qu'il y a beaucoup de flash infos sur la mobilité par rapport 38. aux autres radios. Combien ? 38 par jour. 38 par jour. Ça, dans vos études, c'est vraiment quelque chose qui ressort ? Alors, dans les études, on va dire quali, c'est perçu plutôt comme un plus, plutôt qu'un moins. Alors, j'ai des longues conversations, que ce soit en interne ou en externe, en disant, enfin, Étienne, qu'est-ce que tu fais encore ? Il y a maintenant tout le monde a Waze, ou tout le monde a une application d'infotrafic, et je réponds à cela, oui. Tout le monde a aussi l'heure, tout le monde a aussi la météo sur son téléphone, tout le monde a aussi les infos. Tout le monde a aussi peut-être une playlist d'un streamer. Alors à quoi bon faire de la radio ? Non, on a besoin de gens comme ceux qui sont en face de moi pour incarner les choses. On a besoin d'experts aussi comme l'équipe Mobile Info qui est à Pérex, qui est au centre vraiment de l'information. Parce que Waze ne vous dira pas qu'un bouchon va se terminer. Il vous dira juste que vous perdez 30 minutes, mais il ne sait pas qu'en fait qu'il y a déjà un dépanneur qui est sur place et que les problèmes vont se résorber. Ça, c'est la valeur ajoutée encore, et on investit. Donc, ça coûte évidemment d'amener une information comme ça vers les auditeurs, et on le fait avec bonheur, parce que je pense que c'est toujours perçu comme un plus, et on a même décalé nos journaux d'information
pour y placer de l'inforoute. Et comme j'aime à dire, ça, on se différencie par un tas de choses, par nos jingles, par la programmation musicale, par le traitement des infotrafics et même par le propos sur antenne. On n'a pas, comme disait Raphaël aussi, un effet de bande dans la matinale. On a quelqu'un seul qui doit être fort tous les jours, quoi qu'il arrive. Même si sa vie privée comme la vôtre et comme la mienne évolue, on a quelqu'un qui est là tous les jours, qui est là avec un drapeau et qui porte haut et fort, quoi. Et je trouve ça formidable, hein, vraiment. Alors, Vivacité a pour objectif d'être numéro 1. Jean-Paul Philippot, il donne quoi comme ambition à Classique 21 ? Ce 5e, c'est très très bien. Ou alors, si on peut quand même essayer d'aller rattraper et titiller Nostalgie, ce serait pas mal. Mais l'ambition de Jean-Paul Philippot, elle est de s'adresser à tous les publics. C'est pour ça qu'il a déployé 8 radios. Et on est très heureux de travailler pour la 2e, en tout cas en termes d'audience. Aller titiller les autres, pour en revenir à cela, je pense qu'on ne fera pas une fête si on est 3 fois ou 4 fois devant Bel RTL. Je pense que les chiffres, les tendances sont là. Qui aurait pu croire que Classique 21, qu'un format pareil, en 2004, on faisait, je pense, le premier sondage était 3,9% de part de marché. On est maintenant aussi en 10 et 11, ça dépend un peu, voilà. Si on prend la moyenne de 2022, c'est 10,6. Il y a aucune radio qui a une progression pareille. Et quand je vais à l'étranger dans des séminaires, mes collègues, qui soient du privé ou du service public, me disent toujours, mais comment est-ce possible ? En fait, on fait preuve de beaucoup plus d'audace que les gens ne pourraient penser en maintenant un format tel que Classique 21, et je remercie Jean-Paul Philippot de nous laisser faire, parce que on pourrait repenser aussi ça en se disant, tiens, est-ce que Classique 21 ne pourrait pas évoluer vers autre chose ? Et on s'inscrit vraiment parce qu'on est dans une musicale adulte. Qu'est-ce qui nous différencie de Nostalgie ? Et là où on va prendre des risques, c'est que par an, on va faire 30 sessions acoustiques avec des groupes dont personne n'a jamais entendu parler parfois. On fait des showcases, on essaye, il y a des essais-erreurs, il y a des gens qu'on a portés pendant des années et qui ne réussissent pas, il y a des gens qu'on porte. On fait jamais que les éclairer, c'est eux qui ont le talent, hein. Il faudrait vraiment être très, très humble par rapport à notre mission, par rapport à eux. Mais je voyais hier, une jeune, musicienne bruxelloise qui a été découverte par Walter chez nous, qui est Galia Volt. C'est une fille qu'on a connue à 16, 17, 18 ans, qui jouait dans la rue à Bruxelles. On lui a fait faire un showcase, on l'a aidé, on a diffusé sa musique. Hier, je voyais en fait qu'elle a été reprise dans une énorme tournée d'un groupe, un espèce de collectif américain où elle est embarquée. Donc c'est pas pour faire la première partie, c'est pour être sur scène avec eux. Et la semaine passée, elle accueillait Buddy Guy, qui est vraiment un géant du blues, qui est allé jammer avec elle. Voilà ce qu'on peut faire nous. Elle était à l'affiche de notre festival, seule sur scène. Donc une jeune femme qui défend du blues en 2023 et qui est dans tous les top blues aux États-Unis, qui monte, donc une jeune bruxelloise. Je pense, on la voit pas dans les médias, on la voit pas en tête de gondole ou en première, à la une d'un magazine, mais il y a quelqu'un là qui méritait en tout cas toute l'attention qu'on lui a portée. Étienne, on a évoqué tout à l'heure la longue carrière de Pierre. Oui. Il y a un autre homme qui a compté beaucoup dans l'histoire de Classique 21, c'est Marc Isaïe, qui est resté pendant 40 ans sur la station, qui a changé de nom entre-temps évidemment, mais il n'y est plus depuis 1 an. Oui. Qu'est-ce qu'il a apporté à l'esprit aussi Classique 21 ? Et il a apporté à la refonte des radios, il y avait clairement une vision qui était managériale de scinder l'offre qui était Radio 21 en public jeune et adulte. Et Marc a eu l'étincelle à l'époque de se dire, je vais proposer une chaîne musicale adulte orientée rock. Rudy Launay l'a fait pour Pure FM à l'époque. Et c'est ça, il a été le fondateur de Classique 21. Là, il est parti, il part de Bel RTL, donc il est resté 1 an à Bel RTL. On imaginerait qu'il pourrait revenir sur Classique 21 ou c'est définitivement mort ? Je ne pense pas, puisque quand il a décidé de partir, il était toujours sous contrat chez nous. Okay. Donc c'était un acte délibéré. Bon, ça a apparemment pas marché, mais ça, je ne ferai pas de commentaire. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas marché. Mais voilà, donc
c'est un peu dommage, je trouve. Voilà. Que les rapports se soient finis un peu comme ça. Oui. Voilà. Tu le disais tout à l'heure, c'est très intéressant, radio adulte. La population vieillit, bien sûr, mais est-ce que naturellement, les jeunes adultes ou les jeunes tout court vont venir sur Classique 21, ou est-ce qu'il y a quand même un travail à faire pour les amener à un moment sur Classique 21? Est-ce qu'on ne garde pas, parce que finalement, est-ce qu'on ne garde pas toujours nos habitudes en radio? Est-ce qu'on se dit, et qu'on ne garde pas en tête, oui, mais Classique 21, c'est pour mes parents, je ne vais pas m'y mettre avant peut-être d'avoir 70 ans. Voilà. Oui. Alors, c'est clair que si on observe les médias sur les 5 dernières années, on a le média radio reste fort. On voit que le média TV, il est à moins 12%, je pense, en 5 ans. La radio, c'est moins 1,3%. Et l'RTBF s'en sort bien, puisqu'on avait en progression les 5 dernières années. Le groupe RTBF s'en sort pas mal. Est-ce que les jeunes s'intéressent à la radio? Alors, c'est une bonne question. On le voit dans les courbes que le streaming musical, par exemple, prend le lead sur la radio à partir de 19h. Donc la radio reste maître, c'est vraiment le mass média par excellence audio, et c'est pas le podcast qui est, enfin le podcast commence à prendre un peu sa place, mais la radio reste vraiment le média d'accompagnement. On sait encore travailler en écoutant la radio, ce qui est difficile de faire en regardant un écran. Donc on a encore une force. Alors est-ce que les jeunes vont venir chez nous? Les jeunes qui écoutent du rock, ils viennent chez nous, on les voit dans nos showcases, on les voit dans nos événements, ils sont là. Donc il y a une espèce de comment, si on prend la Rock School, on n'est pas loin de Namur ici, hein, si on prend la Rock School à Namur, il y a 800 élèves, c'est pour la plupart des gens qui sont jeunes, il y a aussi des élèves qui ont plus de 30 ans, mais la majorité est jeune, et c'est des gens qui, écoutent encore Hendrix, écoutent encore Led Zeppelin, Deep Purple et tout ça, et donc on est là pour eux et on se diversifie, on fait plus que de la radio, hein. On est devenu un peu plus télégénique maintenant qu'auparavant. Mais il y a aussi cette question-là, puis Raphaël l'expliquait un petit peu aussi, on essaie un petit peu ouvrir un petit peu la musique urbaine, parce qu'aujourd'hui c'est ça qui domine la jeunesse, c'est la musique urbaine. Donc comment faire en sorte que les jeunes s'intéressent à autre chose que la musique urbaine? Ça doit être une réflexion. Mais je pense qu'on ne va pas dicter, nous, aux jeunes, ce qu'ils doivent écouter, ce qu'ils ne doivent pas écouter. C'est clair que si ils ne sont pas à l'aise avec le rap actuel, avec j'en parlais avec Thomas Duprel, qui est mon homologue pour Tarmac, donc c'est la chaîne urbaine rap hip-hop de la RTBF. On est déjà arrivé avec le rap maintenant à 50 ans aussi, hein, donc il faut quand même recontextualiser ça. Oui. On est quasi dans une caricature du rap pour l'instant, où on va toujours plus loin dans les paroles, parfois dans la violence, parfois dans l'utilisation de certains effets comme l'autotune et tout ça. Est-ce que ça va encore durer? Pour lui, il dit qu'on arrive vraiment à un genre qui est quasi pas la fin, hein, à son paroxysme. Mais c'est souvent comme ça, à un moment il y a un pic et après on passe sur un autre style. Moi je suis heureux de voir qu'un groupe comme Maneskin maintenant, alors ça fait les vieux rockers grincheux. Non, très bon exemple. Oui. On a ça aussi, hein, des vieux rockers grincheux qui disent ouais mais enfin qu'est-ce que c'est que ça? Mais ça ramène du jeune public. Maneskin, on rappelle, qui a gagné l'Eurovision, les Italiens. Et ils sont hyper crédibles, c'est pas un groupe qui a été monté de toutes parts, ils jouaient dans la rue à Rome et ils jouaient du rock, hein, donc merci à Maneskin. La question la plus importante de cette interview maintenant, on l'a dit, d'ici quelques mois, Classique 21 fêtera ses 20 ans, donc ça veut dire qu'il y aura plusieurs festivités, j'imagine, qui seront organisées. On va être invité à quoi, Charlotte et moi, par exemple, pour fêter les 20 ans de Classique 21 avec modération, il y en aura sûrement. Avec des rockers, mon œil. Vous allez fêter comment vos 20 ans? Parce que c'est un cap. Alors, on a un événement annuel, donc on fait un festival chaque année, qu'on a monté de toutes pièces, aussi parce qu'on considérait en fait que les festivals de ce côté-ci de la frontière linguistique donnaient moins la chance ou de la place au rock, et donc on a décidé d'en faire un. C'est un peu en réaction en fait, hein. Donc là aussi on a fait peut-être un peu preuve d'audace. Bon, ça a fonctionné. L'idée, c'est de faire une fête annuelle avec nos auditeurs. Alors il n'y a pas chez nous, ce qui nous différencie aussi, c'est qu'il n'y a pas de zone VIP. Pierre, Raphaël sont là au contact des gens. Parfois, ils sont très entourés, je vois. Donc c'est assez chouette. Ils répondent à toutes les questions. Et donc, ce qu'on va faire en 2024, c'est fêter dignement les 20 ans. Et je pense même qu'on fêtera les 21 ans. Le 21 de 21, ça s'impose. Donc, ce sera un festival. Je peux pas encore vous dire
où ni quand, mais je peux vous dire qu'on est déjà en train de mettre les petits plats dans les grands, et vous serez évidemment conviés à la fête. Avec grand plaisir. Bon, parce qu'il est déjà 12h57 et au niveau des les coulisses de cette interview, Pierre est encore le seul à devoir encore travailler aujourd'hui. Oui. C'est vrai. Il doit vite filer du côté de Mons, l'interview se faisant à Namur. Donc on va un petit peu accélérer. On accélère. Charlotte, et on va pour parler notamment des pigeons. On va quand même parler de la carrière télé aussi de Raph. Oui. Les pigeons, ça fait des années que tu y es. Ah, depuis la toute première. Qu'est-ce que ça t'a apporté finalement la télé? Est-ce que tu rêvais d'en faire de la télé? La télé, c'est arrivé un petit peu par accident. Autant la radio, je suis tout à fait comme Pierre. C'est ça qui est rigolo, encore un point commun. C'est dès mes 7 ans, je savais ce que je voulais faire. Les parents, c'est pas un vrai métier. Quand est-ce que tu vas travailler pour durer? Quand tu dis aux gens, je fais de la radio, ils disent, oui, mais c'est quoi ton vrai métier? Je dis, c'est ça. Non, sinon, tu fais quoi? Oui, c'est ça, sinon tu fais quoi? Non, la télévision, ça arrivait un petit peu par accident. Je voulais vraiment faire de la radio, ça c'était certain. Et en gros, on avait organisé un showcase à Vivacité avec une artiste dont j'ai oublié le nom. Et je voulais faire un coup. Je m'étais dit, tiens, par rapport à la maison de disques, la visibilité, ça peut être sympa de créer une rencontre entre une fan qui viendrait voir son artiste favorite, mais vraiment que l'artiste arrive un petit peu par hasard, un petit peu organisé, voilà, et qu'on arrive à capter ce moment-là pour la télé, qui serait là pour un autre alibi. Et donc j'avais contacté une émission qui s'appelait Au Quotidien, qui était juste avant Les Pigeons, donc Les Pigeons a succédé Au Quotidien. Et j'ai eu Anne Poncelet, que je considère comme ma maman télé au téléphone, donc je lui ai exposé mon idée. Elle a dit, ouais, c'est chouette, machin, ça tombe bien pour l'émission, c'est un peu de good vibes. Et voilà, et puis je ne sais plus pourquoi dans la conversation, à un moment elle me dit, ah mais je t'écoute le soir, c'est sympa, tout. Et je lui dis, mais vraiment sous forme de boutade, je dis, écoute, si un jour tu cherches un clown, que t'as un malade, pense à moi. Mais c'est vraiment sorti comme ça, je sais pas pourquoi. Et elle m'a dit, oui, t'inquiète. Donc ça s'est passé, c'était début de l'année, je ne sais plus de quelle année, et puis on se retrouve au Franco de Spa, j'étais en direct, et il y a une petite madame à lunettes qui arrive et qui me dit, ah, t'es Raphaël, tout. Je dis oui. Moi, je suis Anne Poncelet. Je dis, ah, la madame Au Quotidien, oui. Elle dit, voilà, écoute, on va organiser un casting, si ça t'intéresse toujours, tu peux venir. Je dis, oui, écoute, c'est au mois de septembre. Et donc, l'été passe de nouveau, plus de nouvelles, plus rien du tout. Puis, au mois de septembre, mon téléphone sonne et on me dit, oui, voilà, je suis le responsable de casting pour Au Quotidien. Vous avez rendez-vous demain pour passer votre casting. Vous amenez un objet, vous avez 5 minutes pour le défendre. Je dis, putain, quoi, là maintenant, oui. Et donc, ça s'est fait comme ça, en fait, vraiment sur bêtement un coup de fil. Et donc, je me suis retrouvé là. J'avais pris une espèce d'énorme pierre de sel que j'avais à la maison et je me suis retrouvé devant Sébastien Olvo, à l'époque, qui présentait, ami depuis, et Véronique Barbier. Et donc, j'ai eu 5 minutes. Et puis, en sortant, on m'a dit, on vous recontactera, comme Pierre. Et tu dis le clown, mais le ridicule ne tue pas, tu en es la preuve. Parce que parfois, tu es dans des situations très cocasses. Un petit peu moins maintenant, mais oui, à l'époque, oui, ça m'a valu des bêtisiers en France où j'avais des amis qui m'ont dit, mais purée, on vient de te voir dans un bêtisier, machin. Mais c'était toujours malgré moi parce qu'on répétait, en fait, toutes ces séquences. Et à la répétition, ça marchait. Après, la théorie de la vexation universelle, c'est que quand l'enregistrement ou le direct arrivait, ça ne marchait plus. Pourquoi ? Je ne sais pas, il n'y a jamais eu de sabotage, il n'y a jamais rien eu, c'est juste vraiment pas de bol. C'est comme à l'époque de Chavannes. C'était ça. Tu te souviens ? Oui, avec Carmouze. Avec Patrice Carmouze. 10 fois un truc, tu es un peu le Patrice Carmouze des pigeons. Voilà, on m'avait surnommé le Carmouze de l'RTBF ou le Bonaldi aussi, c'était mes deux surnoms. Pierre, tu as écrit un bouquin en 2014. Je l'ai coécrit. Avec Aurore Delsoir. Oui, tout à fait. Donc ça s'appelle Tu finiras sous les ponts. Donc en gros, à la suite d'un burn-out, tu avais décidé d'écrire pour entreprendre une sorte de thérapie. En parler avec le recul maintenant, puisque c'était il y a quasiment 10 ans. Quel est ton regard par rapport à ça ? C'était vraiment important ? Pas de regrets ? Non, pas du tout. J'ai fait une deuxième édition où voilà, je me suis réconcilié avec pas mal de choses, notamment avec mon père, mais il fallait vraiment que je mette des choses au point avec moi-même. Et je me suis dit, bon, soit tu entames voilà, des séances de psychologue ou psychiatrie, et puis je me suis dit, tiens Pierre, l'effet secondaire de la vous connaissez l'effet secondaire de la thérapie ? Non, on devient pauvre. Ah, c'est ce que j'allais dire, t'as plus d'argent, Et donc, j'ai décidé, voilà, avec Aurore, qui m'a fait l'immense privilège de coécrire avec moi, de faire ce bouquin. On l'a fait en 1 an, et puis on l'a sorti, il n'a eu aucun prix, et puis je suis sorti de la maison d'édition que je ne citerai pas parce qu'ils n'en valent pas la peine, et maintenant, voilà, pour le peu de livres qui me restent, je les vends. Mais c'était difficile finalement de faire accepter ce que tu racontais à ton entourage, en fait, qui comprennent pourquoi les raisons pour lesquelles tu écrivais, et tu racontais un petit peu
ton enfance, et ton adolescence, ta vie? Il y en a qui avaient les fesses serrées juste avant la sortie du livre, parce qu'ils se disent, ils se disaient, est-ce qu'il va tout dire? Évidemment que j'ai pas tout dit. Après, je pense que c'était bien accueilli dans l'ensemble, puisque voilà, j'ai rien inventé, c'est comme ça. Après coup, c'est vrai que des années plus tard, je me dis, mais pourquoi? J'aurais pu l'écrire et le garder pour moi. Ok. Mais la thérapie aurait été la même finalement. La thérapie par l'écrit aurait été la même. Tu avais couché sur papier ce que tu avais à dire. Oui, mais c'était le fait que voilà, je voulais des extraits de ma vie, alors en toute modestie, dans un livre. C'est vraiment une thérapie. Ça m'a fait énormément de bien et je me suis libéré de beaucoup de choses. Eh bien, une belle leçon de vie et de courage pour terminer cette chouette interview. Pierre, courte interview, j'en courte. Pierre Laurent, donc on rappelle 15h30, 19h30, du lundi au vendredi, On the Road Again. Yeah. Raphaël Scaini, 6h, 10h, Coffee on the Rock sur Classique. Oh, ton accent s'est amélioré depuis le début de l'émission. Wow. Il a travaillé. Étienne Dombray, lui, il, en tant que chef de Classique 21, il prépare ses festivités de 20 ans de Classique 21. Si vous avez encore quelque chose à rajouter, c'est le moment, c'est l'instant. Son horaire, c'est 5h, 23h, voire 1h du matin. Oui, voilà. Comme nous. Avec plaisir. Il est disponible 7 jours sur 7 et 24 sur 24. C'est incroyable. C'est beau. Mais en tout cas, un tout grand merci pour votre disponibilité. Merci à vous, messieurs. Et que tout se passe bien. Un tout grand merci. À bientôt. Salut. Au revoir. Showbuzz, le talk média de Sud Info.